Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée au programme de LCA Télévision et bienvenue à l'émission Franc-Parler. Franc-Parler qui reçoit une fois de plus Monsieur Bassolma Bazié. Il est actuellement le directeur administratif de la société S Ramfor. Il a bien voulu répondre à notre invitation pour cette émission Franc-Parler. Monsieur Bassolma Bazié, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Très heureux de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau de l'émission Franc-Parler. Alors, on connaît Bassolma Bazié, le syndicaliste. On se souvient également que vous avez démissionné entre-temps de la fonction publique. Ensuite, vous avez passé la main au niveau justement de la CGTB. Alors, que devient Bassolma Bazié aujourd'hui? Merci bien. Avant de répondre à votre question, vous me permettrez de signifier à l'ensemble des peuples de la sous-région qui sont dans la communauté ouest-africaine que de tout cœur nous sommes solidaires avec eux dans cette situation difficile qu'ils traversent, liée aux sanctions qui ont été infligées en termes de fermeture de frontières au peuple frère malien. On va en parler que devient Bassolma Bazié? Bassolma Bazié, il n'a pas changé, il est toujours le même avant qu'il ne devienne secrétaire général confédéral de la CGTB. Il est également toujours le même, heureusement, après avoir passé la main à un autre secrétaire général pour conduire la confédération. Et probablement que vous voulez dire que fait Bassolma Bazié actuellement. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Ce que je fais actuellement, Dieu merci, je dis grandement merci aussi au MAN de me permettre d'être en bonne santé, de rester sur les deux jambes et de continuer de bonifier tout ce que je pose comme acte dans le sens de chercher mon pain quotidien et être à la disposition aussi des uns et des autres. C'est en cela qu'on peut être utile dans la société. Il faut dire que précisément, aujourd'hui, je suis sur plusieurs fronts. Le premier front, je suis directeur administratif de la société S Ramfor. La société S Ramfor, c'est une société de recherche, d'assistance, de médiation et de formation. Qui existe depuis quand? Et qui existe, ça fait la deuxième année. La deuxième année, en tout cas, qu'elle est sur le front, autant que ce soit au niveau national ou au niveau international. Elle contribue autant que possible sur les différents domaines déclinés. Le deuxième niveau, je suis également fondateur, directeur général du centre culturel Ilo de Kokuldi, qui est un centre qui assure également de la formation, qui assure la conservation de nos œuvres culturelles, notre patrimoine culturel, qui assure également la promotion des activités culturelles, etc. Troisième niveau, comme mon choix social a été fondamentalement l'éducation, j'interviens toujours aussi dans le milieu éducatif. Je donne des cours à l'université de Ouagadougou. Je donne des cours également dans certains instituts supérieurs, notamment l'Institut supérieur en sécurité humaine, qui est tout proche à Ouaga 2000, au niveau duquel je pourrais même vous inviter dès le mardi à 18 h si vous le souhaitez bien, venir couvrir le cours que je suis en train d'y donner. D'accord. Alors en tout cas, merci beaucoup Monsieur Bassolma Bazié. Avec vous et dans le courant de cette émission, on va beaucoup parler de l'actualité sociopolitique au Burkina. On va parler également de l'actualité sociopolitique dans la sous-région. Vous en avez parlé, les peuples sont en lutte depuis un certain temps. Ce sera donc le plat central de cette émission Franc-Parler avec vous, Bassolma Bazié. Alors déjà, vous avez donc cité un certain nombre d'activités que vous menez. Vous êtes à la tête d'un certain nombre de structures. Il nous revient également que vous êtes à la tête de l'initiative de soutien au peuple malien. Est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu? Oui, exactement. L'initiative de soutien au peuple malien, il faut dire que c'est quand nous avons pris connaissance des sanctions qui étaient infligées aux pays frères maliens, que, comme je l'ai dit, dans le sens de l'éducation, j'ai également ma page centrale sur laquelle je fais passer un certain nombre d'informations. Donc, j'ai réagi sur cette base en condamnant non seulement les sanctions, mais en termes d'être disponible, aider autrui, j'ai aussi laissé un message, un appel à l'ensemble des frères et sœurs maliens qui pourraient se retrouver sur le territoire national burkinabé et qui pourraient rencontrer un certain nombre de difficultés. Parce que de la façon dont les sanctions sont tombées de façon brutale, des frères maliens ou des sœurs maliennes pourraient être en train de vouloir quitter le pays, les frontières étant fermées. Ils peuvent se retrouver bloqués et ne pas savoir exactement avec qui communiquer et qu'est-ce qu'il faut faire. Toute humilité gardée, et ayant également des contacts personnels
repartis sur l'ensemble du territoire, je me suis dit qu'il était essentiel de lancer cet appel. Et si toutefois un frère ou une sœur malienne rencontrait des difficultés, s'il me contactait, puisque j'ai en même temps laissé mes contacts officiels, je pourrais effectivement faire des appels de part et d'autre et voir dans quel sens on peut assister ce frère ou cette sœur. C'est dans ce sens que j'ai remarqué, dans la même journée, j'ai reçu des dizaines d'appels. Le même jour, le même jour. Oui. Des dizaines et des dizaines d'appels, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit au niveau africain, au niveau européen, au niveau des États-Unis, le Canada. Et j'avoue que ça m'a beaucoup touché, dans le sens positif, bien sûr, qui indique que les peuples africains gardent toujours leur quintessence fondamentale d'êtres humains qui sont socialement utiles, qui sont à la disposition des autres, qui ont un sens d'entraide. Voilà. Et ils m'ont demandé que, vu le message que j'ai lancé, qu'est-ce que je prévoyais pour qu'en termes de contribution, ils puissent également m'assister pour faire face à cette situation. Et au moment où je leur ai dit de patienter, je réfléchissais, je constate que certains ont commencé à faire des dépôts sur mon numéro que j'ai communiqué. Alors, j'ai tenu à les appeler pour demander qu'est-ce qui se passait. Ils ont dit, bon, ils ne vont pas passer par 4 chemins. Ils savent très bien que je suis en train de poser des actes assez utiles. Ce n'est pas une œuvre individuelle. Et donc, de ce point de vue, c'est un devoir pour eux de venir vers moi pour me soutenir. Alors, à partir de cet instant, j'ai considéré que cette action ne devait plus être gérée par un individu. Mais ils m'ont aussi dit qu'ils ont fait ces dépôts parce qu'ils ont confiance en Bassolman. Mais Bassolman doit avoir l'humilité et comprendre que si des gens ont confiance en lui, il est aussi un produit social. Et un être peut être utile qu'à travers l'environnement. Donc, il faut avoir aussi l'humilité et comprendre que quand il y a de ces situations, comment élargir et aller vers des gens qui pourraient véritablement, sans arrière-pensée, sans forcément demander une rémunération, mettre les énergies ensemble pour avancer. Voilà pourquoi j'ai contacté plusieurs personnes aux ressources. Beaucoup m'ont dit, bon, vu l'intérêt du sujet, et n'étant pas venu vers eux pour leur demander de venir adhérer à un parti politique ou à une organisation, il n'y a pas de problème, eux, ils sont partants. Mais parce que si c'était des organisations, ils sont tellement dessus sur plusieurs plans qu'ils n'allaient pas facilement s'engager. Mais est-ce qu'à ce jour, vous avez réussi à secourir des Maliens au Burkina? Oui, et au jour d'aujourd'hui, nous nous sommes organisés de sorte que nous communiquons avec plutôt les communautés organisées. Parce que suite au message, vous savez très bien qu'en Afrique, de la façon aussi nous avons été éduqués, l'intimité sociale ou individuelle est telle que il est difficile que l'individu comme ça, la personne en tant qu'individu comme ça, se dégage et venir commencer à déballer un certain nombre de problèmes les concernant. Voilà pourquoi en élargissant et en ayant la disponibilité de ces personnes ressources pour qu'ensemble on puisse gérer la question, nous avons donc orienté également notre contribution à l'endroit des entités organisées. Ce qui fait que nous sommes en contact avec des organisations, des entités officielles au niveau du territoire malien, que ce soit des organisations syndicales ou d'autres structures typiquement sociétés civiles qui sont bien sûr très bien connues. Et nous avons également pris des dispositions ici pour rencontrer les communautés maliennes résidant au Burkina Faso. C'est dans ce sens également que nous avons reçu même un appel de certaines délégations qui se préparent du Mali pour venir nous rencontrer et puis échanger sur un certain nombre de paramètres. D'accord. Alors, on vous a vu, en tout cas, ces derniers temps, vous êtes très actif au chevet du peuple malien. Vous avez également des prises de position en faveur du peuple malien qui est en lutte. Sur ce plateau, vous êtes venu avec une écharpe aux couleurs du Mali. Est-ce qu'il y a du sang malien qui coule dans les veines de Bassolman Bazé, le fils du sanglier? Expliquez-nous votre rattachement au Mali. Comment ça se justifie? Du sang malien, je dis oui. Il faut l'élargir et dire du sang africain. Du sang africain, tout court. Voilà pourquoi, des moments, quand je prends la parole, je dis nous qui sommes au Burkina, ce sont des Africains vivant au Burkina. Tout simplement. Au Mali, ce sont les Africains vivant au Mali. Il faudrait que le panafricanisme qu'on théorise, quand on est à des tournants décisifs comme ça, qu'on ait le courage de nous assumer, malgré les risques qui pourraient peser sur nous. Je le dis d'autant que quand vous prenez le Mali a été le territoire fondamental sur lequel beaucoup de décisions panafricaines ont été prises. Si, au-delà même du panafricanisme, le fondamental qui tient les textes historiques du monde, pour parler même de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, nous savons très bien que le texte fondamental qui a régi les sociétés
et qui s'est répercuté même sur d'autres sociétés européennes et américaines, le fondement est parti du Mali, à savoir la charte de Kouroukanfouga, ou encore qu'on appelle la charte du Mandé, qui a été votée en 1236, avec Soundiata Keïta comme empereur à la tête de cette charte. Vous allez également constater que même la CEDEAO, la première réunion qui a permis de développer d'autres rencontres pour aller à la création de la CEDEAO, la toute première réunion a eu lieu au Mali, le 21 mai 1970. Vous allez aussi constater que dans les années 1958, les idées phares qui sont parties dans le sens de créer l'unité des pays africains, également, la toute première réunion a eu lieu en 1958 au Mali. Donc, de ce point de vue, toutes les valeurs démocratiques, d'unité, de panafricanisme, il faut qu'on ait en mémoire une respectabilité assez profonde à l'endroit de cette patrie. Donc, quand on se rappelle l'œuvre utile qui a été posée, non seulement par les Soundiata Keïta, mais les Modibo Keïta, comment les Africains se sont sacrifiés pour que nous puissions avoir de la dignité, de l'intégrité, de l'honneur aujourd'hui. Donc, par conséquent, je dirais tout simplement que le sang qui coule dans les veines de Bassolma, toute humilité gardée, c'est le sang africain. D'accord. En tout cas, on a vu le peuple malien en lutte depuis quelques années déjà. On parlerait également du peuple burkinabé, des peuples africains de façon générale. Alors, M. Bassolma Bazé, je voudrais que l'on revienne sur la situation sociopolitique de notre pays, qui a été marquée depuis le 24 janvier par un coup d'État qui est intervenu et qui a mis fin au régime du président Roch-Marc Christian Kaboré. Comment est-ce que Bassolma Bazé a accueilli ce coup de force? D'abord, nous avons vu à travers des images des traces de sang dans certains véhicules. Si ce sont des blessés, nous leur souhaitons prompt rétablissement. Nous avons aussi appris que certaines autorités avaient été mises aux arrêts. Le président du Faso, aujourd'hui, probablement n'est pas totalement libre de tous ses mouvements. Nous lui souhaitons, au vu de son âge et de la pression également, s'il traverse des périodes difficiles également, une très bonne santé, une santé de fer. Et également souhaiter de la sérénité et beaucoup de courage à ceux qui ont pris le pouvoir, parce que une gestion d'un pays dans une situation de crise, elle n'est toujours pas simple. Je reviens pour répondre directement à votre question en disant que j'aime rappeler ce que Albert Einstein disait, que la plus grave de la folie, c'est de croire qu'on peut faire la même chose dans les mêmes conditions et s'attendre à un résultat différent. Autrement dit, les mêmes choses dans les mêmes conditions produisent toujours les mêmes effets. Nous sommes, j'allais dire, assez précis et nous nous assumons dans nos propos et nos prises de position pour que l'hypocrisie, cette enveloppe ne puisse pas nous accompagner. J'ai eu aussi à animer une émission, je pense 3 jours avant le coup d'État, en interpellant une fois de plus le chef de l'État, en disant de faire attention parce que les chefs d'État généralement ne sont pas entourés. Et quand vous êtes dans une position où les gens estiment qu'ils peuvent avoir à manger, ils peuvent avoir à boire, chacun vient jouer au griot autour de vous, sans bien sûr avoir le courage de vous dire que vous êtes en train d'aller droit dans le mur. On a connu ce genre de situation. Et quand vous parlez, on croit que c'est parce que vous n'aimez pas la tête d'un tel, ou bien vous voulez l'empêcher de gouverner. C'est tout ce que les propos que nous tenons, les positions que nous prenons, ce n'est pas une nomination quelconque qu'on demande à quelqu'un. Ce n'est pas une rémunération que nous demandons, c'est parce que nous aimons notre pays. Et l'intéressé qui est à la tête, s'il était dans son champ personnel en train de cultiver ou dans sa boutique, personne ne va parler de lui. Donc s'il gère l'avenir de tout un pays, c'est un devoir pour nous d'avoir le courage. De toute façon, on dit que c'est le pays des hommes intègres. Par conséquent, nous le disons et nous le répétons que malheureusement, la sortie des militaires de façon brutale dans notre pays, on tend maintenant vers une dizaine de fois. Mais une chose est de condamner cette façon de paraître dans un jeu démocratique, mais l'autre chose aussi, c'est de condamner véritablement les causes. Les causes véritablement. Et je dis, les causes de coup d'État, qu'on le veuille ou pas dans la majeure partie des cas, c'est des conséquences d'une mauvaise gouvernance. C'est des conséquences de la non-tenue des engagements. C'est des conséquences de la corruption. C'est des conséquences de la vie chère. C'est des conséquences de la suffisance, de l'insolence, même des gouvernants, etc. Donc, mais est-ce que tous ces ingrédients étaient réunis au Burkina? Les ingrédients étaient réunis. Vous vous rappelez très bien que vous m'avez reçu sur le même plateau en février. Ça fait déjà 2 ans, février 2020. Absolument, j'ai décrit un certain nombre de paramètres. Si vous revisitez cette émission que nous avons eu à parler, il y a un certain nombre d'éléments que j'ai décrits en interpellant même le chef de l'État en lui disant qu'au stade, dans les années 2000, des colons même ont refusé de voler. Mais vous ne pouvez pas mentir avec la vérité. La nature est telle que les actes que vous posez là, ça va vous revenir.
nous avons interpellé. Vous avez vu, même le 16 septembre 2019, nous autres, on pouvait perdre la vie. Regardez comment on a été bombardés aux alentours de l'état-major. Qu'est-ce qu'on avait? Un simple message à main pour remettre aux autorités et indiquer que ça ne va pas là, là, là. Voilà les questions sur lesquelles il faut mettre la priorité. Mais y compris des gens qui sont assis à l'Assemblée nationale, dans les ministères, au lieu d'interpeller le chef de l'État, ils ont même utilisé certains organes de presse pour filmer les chaussures que les gens ont pu laisser, pour indiquer comment il y a eu la débandade. Aujourd'hui, qui en parle? Mais c'est ça le problème. Et comme si c'était un propos prémonitoire, je le dis, je le répète, la dernière émission que j'ai animée vendredi, avant le putsch le 24, c'était le même langage que j'ai tenu, avec des représentants même de la majorité présidentielle en termes politiques sur le plateau. J'ai eu le courage de leur dire que si ce qui est arrivé à Blaise, la même chose arrivait à Roch-Marc Christian Kaboré, je donne au maximum 3 mois pour que tous ceux qui piaffent autour de lui en mangeant comme des oiseaux de mauvais augure là, disparaissent. Ils n'ont même pas fait un mois. C'est le constat aujourd'hui. 3 jours plus tard, les gens ont commencé à faire des déclarations pour dire qu'ils sont d'accord avec le MPCR, ils sont prêts à accompagner. Vous voyez, c'est ça la maturité qui manque. C'est ça le sérieux qui manque. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas être des modèles pour la jeunesse. Voilà pourquoi je dis qu'il y a certaines situations, quand nous les regardons, nous qui sommes d'âge avancé, est-ce qu'on doit se comporter de cette façon? Nous n'avons pas dit de redire des positions. Mais quand vous regardez, il est arrivé à un moment donné où même, moi je n'accuse pas seulement les partis politiques, je parle de toutes les entités, y compris le mouvement syndical. Parce qu'il y a des moments, quand tu veux lever la voix pour dire aux autorités ça ne va pas, on dit non, vous menacez les autorités, vous insultez les autorités, vous parlez mal. Et après, ce sont les mêmes qui estiment que les autorités, on ne devait pas leur dire la vérité, aujourd'hui qui disent Roch-Marc Christian Kaboré a réuni les ingrédients de sa propre chute. C'est ça la malhonnêteté. Quand quelqu'un est sur une situation donnée où ça ne va pas, il faut qu'on ait le courage de le dire. On ne le dit pas parce qu'on en veut à un individu. Il faut le dire à temps, avant qu'il soit trop tard. Pourquoi, pour terminer par ça, quand le putsch est arrivé, moi sur la même page, j'ai été parmi les premiers à diffuser un élément, à appeler les militaires et leur dire toutes les autorités qui ont été mises aux arrêts, s'il y a éventuellement des autorités qui ont été mises aux arrêts, il faut les traiter socialement et humainement de façon acceptable. Donc, on ne s'en prend pas à un individu, on n'en veut pas à un individu. Donc, je synthétise en disant, c'est déplorable l'apparition des militaires sur la scène politique, mais étant une conséquence, ça pourrait ne pas être la dernière apparition des militaires sur la scène politique si nous réunissons les mêmes conditions de la mauvaise gouvernance, de la corruption, de l'insolence, de la suffisance et de la vie chère. Alors, on va parler justement de ces ingrédients que vous avez cités qui pourraient justifier l'initiative des militaires qui ont décidé de prendre le pouvoir le 24 janvier 2022 au Burkina. Alors, vous parlez donc de malgouvernance. En un mot, comment est-ce que vous pouvez résumer justement cette maldonne-là sous le régime du président Roch-Marc Christian Kaboré au point de justifier un coup de force? Oui, je peux résumer ça tout simplement au fait que le MPP, parce qu'en résumant au l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré, pour éviter et donner l'impression qu'on ne parle que d'un individu, il était à la tête d'une équipe, d'où son nom ressort. Mais je préfère parler du mouvement, le MPP, qui a dirigé de façon globale le pouvoir. C'est de dire que ceux qui ont été les responsables au niveau du MPP et tous ceux qui les ont accompagnés n'ont pas eu la conscience profonde nécessaire de comprendre le message qui a été lancé pendant les journées des 30 et 31 octobre 2014. Parce que ceux qui sont sortis dans la rue, les martyrs qui sont couchés au cimetière, y compris ceux qui ont donné leur vie en résistance au putsch du mercredi 16 septembre 2015, ce n'est pas parce qu'ils n'aimaient pas la tête d'un individu, c'est parce qu'ils avaient des aspirations profondes à atteindre. Mais si des gens viennent mentir faire de la démagogie pendant la campagne présidentielle et autres, vous vous faites élire et vous venez vous asseoir, faire autre chose, en faisant même une dénégation des libertés collectives et individuelles, il est tout à fait clair que vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Je le dis, je le répète, que le fauteuil qui puisse être sécurisé et plus stable pour un dirigeant, quel que soit ton niveau, c'est la popularité de tes actes. Je ne parle pas du populisme. Ça veut dire qu'il faut poser tes actes en lien avec les aspirations profondes de ceux au nom desquels vous agissez. Dès lors que ce n'est pas comme ça, si vous voulez, il faut aller même ramasser tout le matériel israélien, russe et puis américain, venez barricader votre bunker, vous allez tomber. Parce que quand le peuple est tenaillé jusqu'à un niveau donné, mais il n'y a pas de charte qui puisse tenir. Parce que ceux qui sont en face, vous allez les canarder, mais les gens vont continuer à avancer. Donc, par conséquent, la bonne gouvernance, la gouvernance vertueuse, c'est d'abord que celui-même qui est à la tête puisse d'abord être un exemple. Un exemple. En plus de l'exemplarité, il faut avoir un minimum de patriotisme. Parce que c'est le patriotisme qui vous permettra d'avoir le courage nécessaire de balayer autour de vous.
Mais si vous manquez de patriotisme, vous manquez d'exemplarité, ou vous venez vous asseoir sur un fauteuil, des gens même qui ont été décriés par ceux qui ont été chassés, vous les appelez. Oui. Or, ils ont été chassés sur la base de preuves très palpables, indiquant qu'ils n'étaient pas du tout des modèles. Vous souvent avec des condamnations judiciaires. Oui, à des postes de responsabilité. Oui. On vous dit que sous vos pieds, il y a des gens qui courront même pour pouvoir avoir accès à vous en termes d'audience. Vous n'éclaircissez pas. Chaque année, le RENLAC, la SE envoie des rapports. Oui. Vous prenez, vous mettez dans des tiroirs, rien ne bouge. Et vous croyez que c'est parce que c'est votre individu qu'on n'aime pas, mais le résultat ne peut que revenir. D'accord. Alors, au-delà justement de la malgouvernance, il y a cette question d'insécurité au Burkina. D'ailleurs, c'est le principal argument qui a été donc évoqué par les putschistes du 24 janvier pour justifier leur initiative. Alors, comment est-ce que vous réagissez à cet autre aspect des choses? Le Burkina était donc en insécurité. Il y a le terrorisme, ce sont les militaires qui sont au front, c'est encore eux qui ont décidé de prendre le pouvoir. Est-ce que c'est un argument de taille d'après vous? Non, mais de toute façon, comme nous l'avons dit, quand on refuse d'écouter la vérité, ça vous rattrape. Oui. La question du terrorisme, ce n'est pas aujourd'hui seulement que le mouvement syndical l'évoque, c'est depuis les années 1980. En 2013 également, nous avons tenu une réunion, une conférence à la bout du travail de Ouagadougou pour interpeller les autorités. Oui. Mais nous avons été vomis en nous insultant sur pratiquement... dans tous les couloirs en estimant qu'on veut déranger ceux qui sont là. Ça, c'était au moment même de Blaise Compaoré. En 2013. En 2013. Ouais. Et nous avons attiré l'attention des autorités pour dire que ce qui se passe au Nord Mali risque, comme des métastases, d'atteindre notre pays. Tout à fait. Nous avons dit que nous rêvons, que nous sommes dans les nuages, que ça ne va jamais arriver. Voilà la situation aujourd'hui. Et quand M. Roch Marc-Christian Kaboré est arrivé, nous n'avons pas changé le fusil d'épaule, nous avons continué à jouer correctement notre rôle de contre-pouvoir. Et lui, je pense que parmi tous les présidents, je peux exagérer peut-être, tous les présidents qui ont été à la tête des affaires dans notre pays, il devait être celui-là qui devait gérer le pays à l'aise. Oui. Dans la mesure où ils sont issus d'une insurrection populaire, ils ont l'accompagnement du peuple dans tous ces segments, mais nous n'avons pas compris comment rapidement il s'est retrouvé dans cette situation où il s'embrigade avec des individus qui ne lui disent pas la vérité. On fait une négation des libertés individuelles et collectives. Dans ce genre de situation, on ne peut pas avancer. Deuxième façade, vous avez vu, même l'autorité supérieure de contrôle d'État avait des difficultés pour faire face à des contrôles au niveau du ministère de la Défense, au niveau desquels on défait des dizaines de milliards. Et malheureusement, on voit malgré toute cette masse financière qui est déversée là-bas, des gendarmes se retrouvent à mourir au front. C'est impensable. Mais que le ministère de la Défense n'accepte pas véritablement que la SE fouille entre les arcanes, ça dépend aussi de l'institution qui a mandaté cette autorité supérieure de contrôle d'État. Je veux parler de l'Assemblée nationale. Et regardez comment le budget, le fonctionnement financier sous Blaise Compaoré qui a été même décrié, on vient multiplier ça par 3-4. Où on se balade d'un coin à un recoin, je veux parler de l'ex-président de l'Assemblée nationale, on donne des dizaines de millions, par 5 millions, comme s'il y avait un arbre qu'on se coupe pour ramasser de l'argent. Vous regardez au niveau de l'équipe gouvernementale, l'exécutif, où des gens viennent, vous êtes ici, vous vous faites même appeler des ministres insurgés. Et vous venez vous asseoir, vous mettez un décret qui a été pris en 2008, qui définit clairement les salaires que les gens doivent toucher. Vous mettez ça de côté, chacun vient se signer des contrats. Et quel type d'exemple, quel type de gouvernance, comment voulez-vous montrer que véritablement les Burkinabés doivent s'investir pour faire face à l'insécurité? C'est un problème. Mais vous voyez même l'attaque qui a eu lieu au plein cœur de Ouagadougou. Il ressort de certains propos qui sont au cœur de la sécurité que même l'armement qu'on donnait aux militaires n'est pas à la hauteur. Comment on peut comprendre ce genre de situation? Donc par conséquent, nous disons que la question de l'insécurité, en résumé, je le dis et je le répète, je l'ai dit sous Blaise Compaoré, je l'ai dit sur Roch, je le répète, ceux qui sont au front, qui combattent les djihadistes, je vais parler des militaires, des gendarmes et puis des policiers, ce sont les conséquences qu'ils traitent. Donc il ne suffit pas de venir nous dire qu'on a tué 100 djihadistes ici, on a tué 200. Ce que nous voulons, c'est qu'on a sécurisé les villages et que les personnes déplacées internes ont pu avoir accès à leur logis. En tout cas, c'est ce que a promis le MPSR. Alors, M. Bassier, il y en a qui estiment effectivement que, toujours parlant de lutte contre le terrorisme, que c'est le drame d'Inata qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Est-ce que c'est votre avis? Le drame d'Inata qui a fait déborder... Ça a choqué l'opinion publique nationale. Oui, mais ça ne peut pas choquer l'opinion publique parce qu'on ne peut pas programmer des gens, les assassiner par la faim pour les laisser terminer par un ennemi qui est venu pour s'attaquer. Vous insinuez que c'est fait exprès. Donc vous voyez immédiatement... Mais voilà pourquoi j'ai dit que si véritablement c'est fait exprès.
je le dis, je suis clair, c'est fait exprès. Parce que j'ai dit que le discours qui a été fait par l'ex-président du Faso après, en donnant l'impression de larmoyer avec des gens tout autour de lui, c'est du théâtre. On appelle de la théâtralisation. Voilà. S'il y avait eu manque de voix, s'il n'y avait pas eu des gens pour attirer son attention et dire que ça ne va pas, il peut dire en ce moment-là qu'il n'était pas au courant. Mais nous avons été bombardés aux alentours de l'état-major. C'était suite à quoi? Dans ce message, il y avait ça. Mais on nous a bombardés, on n'a pas reçu ils n'ont pas été capables de recevoir le message. Ils ont dit même que c'est parce qu'on voulait venir faire une insurrection populaire, un coup d'État, et ainsi de suite. C'est comme ça que nous avons été traités. Donc, mais quand un chef d'État s'assoit, vous venez diriger un pays pendant 5 ans, on vous renouvelle votre mandat. Et c'est au renouvellement de mandat, vous arrivez maintenant à savoir que sur le terrain, ça ne va pas. Mais c'est très grave. Ça veut dire quoi? Or, vous êtes le premier responsable de l'armée, même si vous n'êtes pas le ministre de la Défense. Le chef de l'État est le premier responsable au niveau de l'armée. C'est ce qui fait que j'ai dit que le terrorisme, si on veut le combattre, c'est le terrorisme institutionnel qu'il faut d'abord combattre. Ce n'est pas ceux qui sont sur le terrain en train de tuer des gens. C'est dans nos institutions, la qualité de notre comportement, le manque d'exemplarité, le manque d'esprit de sacrifice. Et regardez comment les marchés publics et autres, là, ce que nous faisons, des écoles s'écroulent et on n'arrive pas correctement à faire face à une qualité d'éducation pour pouvoir éduquer et orienter les enfants de ce peuple. Des gens détournent, on les enlève, on va, on nomme à des postes plus juteux. C'est ça les fondements et les germes véritables du terrorisme. Donc, voilà pourquoi moi j'ai dit que le terrorisme, ce ne sont pas ceux qui sont au front. Ce ne sont pas ceux qui tuent au front. Ce sont ceux qui sont assis dans nos institutions. Et tant qu'on ne va pas décaper cette gangrène, il est clair qu'on ne pourra pas faire face à cette question du terrorisme. Alors, je voudrais insister sur le drame d'Inata. C'est une tragédie qui a affligé tout le Burkina, même au-delà des frontières du Burkina. Comment est-ce que Bassolma Bazé a accueilli en particulier cette situation, ce drame d'Inata où 53 gendarmes ont perdu la vie d'un coup? Non, mais c'est pas que je n'ai pas senti ça de façon douloureuse. Mais quand tu t'attends à pire, c'est-à-dire à des situations pareilles, ça n'étonne pas. Ça n'étonne pas. Je le dis et je le répète que nous avons toujours indiqué qu'il y a des militaires au front, il y a des gendarmes au front, il y a des policiers au front qui ne reçoivent pas leur per diem. Nous qui avons la possibilité de rentrer dans tous les milieux, on rencontre des épouses de certains corps habillés tués qui ne reçoivent absolument rien en termes de retombées, où des enfants ont été déscolarisés. Pour montrer qu'il manque du sérieux et que ce que l'ex-président a fait en termes de message, même celui à 23h30 faire un message, c'est du théâtre, mais bien avant même la question de ces militaires qui sont au front. Combien de fois nous sommes revenus sur des plateaux de façon officielle, interpellés sur la nécessité de réintégrer les militaires, les gendarmes, les policiers qui ont été abusivement radiés des forces armées. Tout à fait. Des gens qui sont partis même devant des juridictions et qui ont eu raison, qui ont leur décision de justice en main. Vous refusez de les intégrer. Donc le fait d'affamer des militaires, des gendarmes au front et les tuer par la faim, et puis les faire terminer maintenant par le terrorisme, c'est une chose, pour nous autres, ça ne nous étonne pas. Mais c'est de continuer même de regarder entre les lignes pour voir s'il n'y a pas d'autres qui ont été programmés de cette même façon pour qu'ils y terminent. Et nous disons et nous rappelons que les questions de dossiers judiciaires, les crimes économiques et crimes de sang, ce sont des choses comme ça que l'actuel régime également, les autorités actuelles doivent voir entre les lignes. Il ne faudrait pas qu'on confonde le fait qu'on ne veut pas parler d'exclusion, on veut que tout le monde contribue, ce n'est pas non plus une enveloppe d'impunité qu'on doit créer pour les uns et les autres. On doit décaper, on doit fouiller dans le fond. Tous ceux qui ont des dossiers judiciaires, ils doivent répondre. Alors, on va en parler, M. Bazé. On parlera effectivement des tournures que devrait prendre cette transition qui s'amorce au Burkina. Mais je voudrais que l'on aborde un dernier lot d'arguments qui pourraient justifier donc le putsch, la situation d'avant coup d'État. On a parlé de cette question de malgouvernance, la question du terrorisme également. Il y en a qui évoquent aussi la restriction des libertés qui était constatée vers la fin du régime du président Roch-Marc Christian Kaboré. Des associations de la société civile ont été empêchées de marcher. Il y a eu la restriction également sur Internet, sur Facebook, etc. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose également qui a pesé dans la balance pour justifier le putsch qui est même accompagné d'une certaine mesure par les Burkinabés? Non, je dis tout simplement que, quand je prends le dernier exemple que vous avez donné, pourquoi je dis que le terrorisme, ses germes, c'est dans les institutions. Quand quelqu'un dit que lui, il lutte contre le terrorisme, or on sait très bien que le terrorisme arrive à se propager facilement en se basant sur la précarité des populations. Quand vous coupez le réseau, en estimant que vous ne voulez pas que des gens communiquent sur les réseaux,
et de façon suffisante, vous venez dire que vous n'avez même pas à vous expliquer au peuple. Vous oubliez que nous sommes dans une situation où il y a des entreprises entières qui vivent sur la base de ces réseaux. Absolument. Donc, si vous coupez le réseau rien qu'une semaine et que l'intéressé n'arrive pas à payer les employés, ou lui-même il n'arrive pas à payer les impôts, ou il met la clé sous le paillasson, et des gens se retrouvent dans la rue, mais c'est vous qui avez produit les conditions nécessaires pour que ces enfants, ces jeunes se retrouvent dans la rue pour se faire recruter. Voilà pourquoi il faut quitter cette enveloppe d'analphabétisme quand on est dirigeant et comprendre que tout se tient. Et le fondamental, là où on doit lutter contre le terrorisme, c'est dans nos institutions. Ça, c'est pour prendre la question des réseaux qui ont été coupés. La question des libertés, pour quelqu'un qui est venu au Burkina grandir au Burkina, même si vous êtes burkinabé, vous êtes à l'extérieur, vous savez très bien que la question des libertés ont été arrachées à prix de sueur, de larmes et de sang. Parce que quand je prends la constitution du 11 juin 1991, mais tous ceux qui se sont sacrifiés pour pouvoir arracher ces libertés, c'est des gens qui ont laissé leur vie. On parle toujours du dossier d'Abo Boukari qui n'est pas encore élucidé. Donc on ne peut pas comprendre que des gens viennent, c'est comme si on les parachute, ils oublient leur passé, ils viennent, ils croient, bon, on peut tout se permettre et puis rester comme ça. Ce n'est pas possible. Donc par conséquent, voilà pourquoi je répète que la question de la sécurité à cultiver à partir de nos institutions, la question de la lutte contre la corruption, la question du respect des libertés, tous ces éléments, si ce n'est pas respecté, en tout cas, ce sont des conditions qui peuvent toujours permettre une évolution, et peut ne pas être voulue, mais une autre évolution qui pourrait être condamnée, mais qui serait forcément une conséquence qu'on condamne dans notre pays. D'accord. Alors, M. Bazi, on sait que vous n'aimez pas trop les questions politiques, mais je voudrais quand même vous poser une. On a vu le putsch qui est intervenu le 24 janvier. On a vu également les déclarations des partis politiques, qu'ils soient de la majorité et de l'opposition. On a constaté une forme de silence autour donc, du MPP. Alors, comment est-ce que vous réagissez à tout cela? Est-ce qu'on a l'impression finalement que même les partis politiques s'attendaient à ce qu'il y ait un tel coup de force? Non, ce n'est pas que je n'aime pas me prononcer sur les questions politiques, mais je n'aime pas agir en politicien puisque je ne le suis pas. Mais dans la mesure où tout ce que nous posons, c'est d'envergure politique. Je dis, tout ce qui s'est passé, que vous caractérisez de silence à l'issue du putsch, ce n'est pas une première. Vous avez vu quand le président a fait son discours à 23h30, quelques moments avant le putsch là, qui a réagi? Vous avez vu, ils se sont tous terrés. Voilà pourquoi je dis, une chose c'est de travailler, être à la tête de l'équipe, avoir un minimum de patriotisme, avoir un minimum de courage pour faire prévaloir des valeurs. En ce moment, vous allez être entouré par des gens qui sont conscients. Mais si vous êtes trop léger et vous ramassez des gens qui viennent pour manger et boire, c'est tout à fait normal. Ils ne sont pas venus pour perdre leur vie afin de permettre au pays d'évoluer. Ils sont venus pour manger et boire. Mais s'ils sortent parler pendant des moments difficiles et puis perdent la vie, ils vont manger comment et boire demain. Ils ne sont pas venus pour mourir. Ils sont venus pour arracher, voilà, dans la facilité, aller construire ce qu'ils veulent construire, investir là où ils veulent investir, et puis bon, pouvoir bonifier demain. Donc, par conséquent, ils ne sont pas venus sur la base de valeurs qui permettent au pays d'avancer. Ils sont venus dans la promotion individuelle, dans l'accaparement, dans l'accumulation. Vous n'allez pas demander à un tel personnage d'aller se sacrifier. Donc, vous voyez que quand effectivement le putsch a eu lieu, certains même bien avant le putsch sont sortis, ils ont dit quoi? Je prends le cas de l'ex-président de l'Assemblée nationale. Il a dit, entouré également par les mêmes personnages, qu'il n'y aura jamais de putsch au Burkina Faso. Il a dit oui. Que des gens ont fait de putsch en 2015, c'est l'armée qui a pu faire face, donc il n'y aura pas de putsch. Vous voyez même comment la mémoire est sélective. Ce n'est pas l'armée qui a fait face au putsch de 2015. C'est d'abord les Burkinabés, à travers les organisations de la société civile, les syndicats, les partis politiques, et ce sont eux qui ont appelé l'armée à descendre et l'armée est descendue. Absolument. Donc on s'agrippe à un pan parce que ça s'intéresse à ça seulement. On dit oui, c'est l'armée qui a empêché le putsch. Oui, la même armée était là, non? Je me rappelle que quand ils ont rencontré l'actuel président du Faso, on lui a demandé où il était. Il dit qu'il était dans une cachette. Comme ce sont des propos qui ont été rapportés, on n'en sait jamais. Mais c'est pour dire que quand vous êtes à la tête du pays, faites tout vous-même être un exemple. Incarnez un minimum de patriotisme. Avoir le courage de dire nous sommes venus pour servir et non nous servir. Dès lors que vous prenez une telle orientation, on ne dit pas que des difficultés vont manquer. Les difficultés viendront certes, mais la population vous comprendra. Et c'est dans ce sens-là que de façon populaire, vous allez être accompagné pour pouvoir avancer. Mais si vous venez faire du théâtre, donnez l'impression que ceux qui sont là, ce sont des gens qui vous empêchent de dormir, qui vous empêchent de manger, et vous êtes libre de faire ce que vous voulez, bon, le réveil ne pourrait qu'être douloureux. D'accord. M. Bazier, dernière question sur le coup d'État. On en a connu un en 2015, vous en avez parlé en septembre 2015, il y a eu un coup d'État. En janvier 2022, un autre coup d'État. Quand on compare
les deux putschs. Il y a eu donc manifestation populaire en 2015 et puis silence radio en 2022. Quelle lecture? Non, la lecture que je fais, voilà pourquoi j'ai dit la sécurité d'un fauteuil présidentiel, ce n'est pas l'armement qui t'entoure, c'est ta légitimité populaire, la légitimité de tes actions populaires. Mais c'est vrai que sous la transition, on n'a pas dit que les organisations de la société civile étaient totalement en odeur de sainteté avec les Yacouba Isaac Zida qui étaient devant. Moi, je me rappelle qu'il y a même eu un appel qui a été lancé pour dire qu'il faut mettre les Bassolmans aux arrêts. Et 10 jours ont été donnés au Yacouba Isaac Zida pour nous mettre aux arrêts. Mais ils n'osaient pas aller jusqu'à un niveau donné dire les manifestations sont interdites. Ils ne sont pas allés jusqu'à un niveau donné où nous avons été bombardés, comme ça a été le cas du 16 septembre 2019. Donc, si vous en faites une négation des libertés, les gens ne peuvent pas manifester. Vous voulez qu'ils sortent spontanément de quel côté? C'est vous-même qui avez créé les conditions nécessaires pour que les gens n'aient pas la stabilité nécessaire de se réunir. Vous avez vu des gens qui ont brandi, même si c'est dans leur ministère, leurs muscles pour dire que c'est eux qui ont été à la base de la déliquescence du mouvement syndical. Absolument. Que les organisations syndicales ne parlent pas de la même voix. Ils ont pris ça comme une victoire. Vous avez vu des gens qui sont partis devant les parlementaires, les députés pour dire, bon, c'est moi qui ai fait conduire le président de la CGTB en conseil de discipline, même si c'est une aberration. Chez nous, il n'y a pas de président. C'est un secrétaire général confédéral. Et il dit qu'il a fait, mais j'assume. Mais vous ne pouvez pas vous comporter de cette façon comme des gamins et puis vouloir que de façon populaire, des gens sortent, aller se sacrifier pour vous. Les gens sont prêts à se sacrifier pour le pays, mais pas pour sauvegarder des individus. Donc si vous êtes assis là-bas, vous vous donnez des véhicules de 96 millions, pardon. Vous vous moquez de ceux qui sont dans la rue en train de lutter. Vous êtes suffisant et arrogant, mais votre suffisance et arrogance va vous défendre. D'accord. Alors, M. Bassolmans Bazi, on va donc tourner la page du président Roch-Marc Christian Kaboré pour parler donc de l'avenir du Burkina Faso avec le MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration qui a pris le pouvoir depuis le 24 janvier 2022, après donc le putsch. Alors, M. Bazier, est-ce que vous êtes confiant des militaires au pouvoir? Il n'y a pas à être confiant. Il y a tout simplement à espérer et à lever la voix pour que ce pourquoi les militaires ont estimé qu'il était nécessaire de prendre le pouvoir, les aspirations du peuple qui ont été trahies depuis 2014 soient restituées. Voilà pourquoi j'ai égrené un certain nombre d'éléments. Donc ma confiance ne peut qu'être en cela. Et ce n'est même pas une question de s'asseoir théoriquement et béatement dire j'ai confiance ou je n'ai pas confiance. C'est un appel patriotique que je lance à moi-même en tant qu'individu à m'investir pour que ces valeurs démocratiques qui ont été construites sur la base au prix de la sueur, des larmes et du sang puissent être sauvegardées. Ce n'est même pas pour nous autres. Nous autres, on va dire qu'on est en train de tendre vers la tombe. Mais les enfants, les arrière-petits-enfants qui vont venir, nous qui avons hérité d'un pays stable, qu'est-ce que nous allons remettre en termes d'héritage à ces enfants? Voilà pourquoi on doit être sur un sens de combat, sur un sens de sauvegarder ces valeurs, ces libertés collectives et individuelles, sur un sens de promouvoir la bonne gouvernance, la gouvernance vertueuse, sur un sens de combattre véritablement la corruption. Voilà pourquoi, quand je parle d'exemple, Bassolmans, à partir de cet instant, et étant prêt à se sacrifier, quel que soit ton poste de responsabilité officielle où tu es, dès lors qu'on commence à faire des soupçons sur vous et des preuves commencent à être déposées, il ne faut même pas attendre que la justice vienne vous mettre aux arrêts ou vous interpeller. Vous devez rendre le tablier à aller répondre. Si vous êtes blanchi, vous revenez. C'est ça la pratique qui éduque véritablement la jeunesse. Ce n'est pas des questions de théorisation. Parce que vous voulez peut-être me ramener au discours du chef de l'État qui a été fait. Exactement, c'est ma question. Oui, il a fait son discours, nous l'avons écouté. Il renferme de la fermeté, il renferme des orientations. Mais permettez-moi de répéter le même terme que sous Blaise et sous Roch, que moi, je ne me satisfais pas des discours. Ah oui. Vous attendez les actes. Non, il faut qu'on soit toujours conscient, cohérent et constant. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient, il a changé de nom, il n'est plus Roch, que je dois changer de discours. Mon discours doit être toujours constant, il doit être toujours cohérent, il doit être toujours conscient. Par conséquent, voilà pourquoi nous lançons le même appel aux autorités actuelles à dire que les aspirations qui ont amené le peuple burkinabé dehors en 2014, qui a abouti à des martyrs qui sont au cimetière, où jusqu'à présent justice ne leur a pas été rendue, mais la résistance également contre le coup du 16 septembre 2015, ce n'était pas pour les beaux yeux de quelqu'un. Voilà. On dit que notre pays est un pays des hommes intègres, c'est sur la base des valeurs. Et ces valeurs, on doit être prêt au sacrifice pour pouvoir les défendre.
D'accord. Alors, on va toujours parler, hein, si vous le permettez, du discours. Hein. C'est vrai que dans le discours, le premier discours prononcé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, il y a les orientations justement pour le Burkina, pour la construction d'un Burkina nouveau. Mais d'après vous, quelles devraient être les priorités par rapport donc à cette période de transition que nous traversons? Alors, quelles devraient être les missions du MPSR d'après vous? Oui, ce serait manquer d'humilité, de modestie, de croire pouvoir donner des priorités en faisant en tout cas confiance aux sommités qui ont été choisies sur la base de leur personnalité. Et j'estime bien que les premiers dirigeants de ce pays ne doivent pas s'être trompés. C'est de les encourager, les féliciter et comprendre que tout le peuple burkinabé a le regard tourné vers eux. C'est vrai que, humblement parlant également, ils ont fait un communiqué où ils ont lancé un appel à contribution, ce qui est déjà une très bonne chose. Celui qui a une contribution à faire, il doit la faire de façon très sereine pour qu'ils puissent. Ils ne sont pas partis réfléchir sur des questions de leur propre vie. Ils sont partis réfléchir sur des questions de la nation. Donc, c'est de s'inviter à ne pas vouloir aller se mettre de côté. Comme Bassolman n'a pas été sélectionné parmi l'équipe, je me mets de côté et je dis, bon, on va voir s'ils vont aboutir. Donc, cette façon d'agir hypocrite, on doit la mettre de côté et accompagner tous ceux qui seront désignés pour qu'ensemble, on puisse véritablement avancer. Si on les regarde de loin, on peut ne pas aboutir. Par conséquent, je ne pense pas pouvoir avoir des éléments qui devraient être pris en compte en dehors de ce que j'ai déjà décliné sur le plateau ici. Moi, mon souhait est que véritablement, quelles que soient les orientations qu'ils vont donner, il faudrait que la question foncière, où il y a des crises multidimensionnelles, on puisse trouver des solutions. La question de la sécurité, il faut trouver des solutions. La lutte contre la corruption et l'élucidation de l'ensemble des dossiers de crimes économiques et de sang, il faut y trouver forcément des solutions. Tous les textes qui ont été pris pour embrigader les libertés, je vais parler du code pénal qui a assassiné les libertés de presse et les libertés d'expression. Je vais parler du code de la loi 028 qui traîne à ne pas être voté et des travailleurs dans le privé sont en train de trimer de part et d'autre. Tous les textes qu'ils ont pris pour embrigader les libertés individuelles et collectives, il faut rapidement les revoir pour pouvoir avancer. Une fois de plus, humilité gardée, je ne pense pas pouvoir être exhaustif, encore être plus précis que les cerveaux qui ont été choisis pour réfléchir dans ce sens. Alors justement, la question de la lutte contre le terrorisme, c'est l'une des priorités du MPSR. Est-ce que vous avez foi aujourd'hui qu'une fois au pouvoir, les militaires pourront donc lutter efficacement contre le terrorisme et puis permettre le retour dans la localité des personnes déplacées internes? C'est contenu dans le discours du président. Oui, ça rejoint un peu au propos que je viens de tenir que la lutte contre l'insécurité ne doit pas être abandonnée seulement dans les mains des dirigeants. C'est parce que ceux qui ont été déchus ne nous ont pas compris. C'est la contribution que nous avons voulu faire à travers la marche, par exemple, du 16 septembre 2019. On a été réprimés. Par conséquent, ils sont venus et ils ont estimé que l'insécurité à un niveau donné, où ils peuvent venir contribuer véritablement à ce que les populations puissent retourner chez elles, ça doit être la contribution de tout le monde. Voilà pourquoi je dis qu'une chose est d'envoyer les militaires, les gendarmes au front pour combattre les djihadistes identifiés et autres, mais l'autre chose, c'est de ne pas continuer à créer les conditions qui favorisent l'émergence de ces djihadistes. Voilà pourquoi je parle de gouvernance institutionnelle. Si nos comportements à tous les niveaux de la société, à tous les segments de la société, c'est des comportements de dignité, des comportements d'honneur, des comportements d'intégrité, des comportements qui portent sur le souci du meilleur vivre des générations futures, il est tout à fait clair que main dans la main, on pourra avancer. Ce n'est pas seulement le segment militaire qui doit avoir la victoire ici, qui peut avoir la victoire ici, c'est tous les segments. Et quand je parle de tous les segments, vous imaginez même en prenant les traditionnels. Si les traditionnels véritablement se comportent comme on doit se comporter dans la tradition, ça fait une contribution énorme. Mais si quelqu'un se dit qu'il est un responsable traditionnel, et sa vérité sera fonction du tas de liasses d'argent qu'on va venir lui donner, il est clair qu'on ira dans le décor. Tout à fait. Si vous êtes à l'église, vous faites la prière, ou à la mosquée, vous faites la prière, des gens viennent, ils donnent même des dîmes de 10 millions, 20 millions. Et tout en sachant, comme on est dans un pays de savane, il a des entreprises où des centaines de travailleurs croupis, qui n'ont même pas leur salaire. La dîme qu'il vient vous donner là, ça sert à quoi? Au moment où on sait très bien qu'il produit des djihadistes derrière lui. Donc, si vous êtes dans l'administration, Bassolman a été recruté pour un travail précis. Si à un moment donné, je constate que le travail ne me convient pas, je quitte. Ou si on veut m'emmerder que je peux trouver ailleurs, même si je ne peux pas trouver mieux ailleurs, pour des raisons de dignité, d'intégrité, je quitte. Donc, je ne peux pas venir m'asseoir dire, il y a un texte qui dit, vous prenez 500 francs par mois, et vous venez parce que vous, on vous a nommé ministre, vous mettez les 500 de côté, parce qu'on vous a appelé un oiseau rare, vous multipliez ces 500 par 5. Est-ce que vous êtes habilité à venir parler de moralité à la jeunesse? C'est ce qui fait, je termine par ça en disant
qu'à l'issue de l'insurrection de 2014, moi je me rappelle en novembre, autour de fin novembre comme ça, j'ai été appelé pour dire, bon, on s'apprête à mettre les organes de la transition en place. Est-ce que vous pouvez désigner des gens au nom du mouvement syndical pour venir? J'ai dit non, quelqu'un ne peut pas aller. En tant qu'individu, il peut y aller, même s'il est un syndicaliste. Mais le mouvement syndical ne peut pas se retrouver à l'Assemblée nationale ou dans un ministère qui sont des fauteuils hautement politiques. Ils jouent un rôle de contre-pouvoir. Bon, ils ont insisté jusqu'au lendemain. J'ai appelé la télévision BF1 au centre de presse Norbert Zongo et je leur ai donné la réponse. Je leur ai dit, celui qui veut aller en tant qu'individu, même s'il est un syndicaliste, s'asseoir sur un fauteuil, ça n'engage que lui. Mais si les partis politiques, toutes tendances confondues, estiment que nous sommes à un tournant décisif du pays, où on a besoin du mouvement syndical pour venir s'asseoir sur ces fauteuils, ce n'est pas une condition. Voilà notre position. Tous ceux qui vont y aller au nom du mouvement syndical, c'est du bénévolat. Et le bénévolat devait concerner tout le monde. Exactement. Si on m'appelle en tant qu'infirmier, si j'ai 60 000 francs, je viens, c'est la nation qui m'appelle. Ce sont ces 60 000 francs que je vais garder. Pas un iota de plus. Et tout ce qu'on devait prendre, théoriquement, comme salaire, on allait créer un compte, mettre l'argent à l'intérieur, prendre les veuves, les orphelins et les blessés en charge. Mais M. Rwamba, je n'ai plus jamais été appelé. Voilà, certains sont partis, ils ont pris 1 778 000. Voilà, et après, on vient dire, oui, la gouvernance n'était pas bien. Est-ce que vous avez eu un comportement exemplaire? C'est tout ça qu'il faut regarder. Justement, on a été témoin de tout cela en 2015. Est-ce que vous pensez que ce sera corrigé pour 2022? Parce que quand on regarde aussi la façon de faire du MPSR, on met en avant le bénévolat et il est question également de mettre à l'écart les partis politiques en tant que partis politiques et les organisations de la société civile pareil. Est-ce que vous pensez qu'ils ont déjà tiré les leçons des échecs de 2015? Non, ce n'est même pas une question de penser, M. Rwamba, c'est une exigence. Ça et même, ils ont même intérêt à ce que ce soit comme ça. Non seulement eux, ils ont intérêt, si véritablement ils ne veulent pas, j'ai bien dit que, comment dirais-je, Albert Einstein a dit que la profonde des folies, la plus grave, c'est de croire qu'on peut faire la même chose dans les mêmes conditions et avoir un résultat différent. Donc, ils sont venus, ils ont dénoncé des mots, c'est de les encourager à ce que véritablement ce langage soit concrétisé dans la réalité. Ce n'est pas une pensée, c'est une exigence. Mais maintenant, c'est un engagement que tout un chacun doit avoir à son niveau pour interpeller qui de droit si des gens sont dans le décor. Donc, c'est comme ça, ça doit être vu. Si on appelle quelqu'un pour venir servir le pays, ça permettra de savoir quels sont ceux qui parlent de patriotisme et quels sont ceux qui sont prêts à vivre véritablement le patriotisme. Parce qu'on ne peut pas permettre, et regardez dans notre pays, il y a combien de partis politiques? Vous avez même dit que quand ça chauffait autour de Rock, on n'a entendu personne parler. Voilà pourquoi j'ai dit les gens font du commerce. Chacun va et réunit 3 ou 4 personnes, ou même son propre enfant qui est le premier enfant qui est mature et conscient, dit qu'il ne veut même plus rentrer dedans. Vous réunissez des gens, vous faites du commerce. C'est le pays que vous servez. Donc il faut qu'on ait le courage de se dire la vérité. Si véritablement les gens, c'est le pays qui défendait, il n'y en a pas à avoir un tel type de calme plat. Et nous l'avons dit, nous l'avons répété. Donc on n'a pas dit que dans l'ensemble de ces organisations politiques, il n'y a pas d'hommes qui sont patriotes. Mais ces voix-là sont noyautées par des gens qui font du commerce. Et c'est ça qu'il faut combattre. Donc par conséquent, je dis et je répète, ce n'est pas à penser, c'est une exigence que les voies vertueuses soient empruntées par les autorités et elles doivent être accompagnées, si elles sont sur ces voies vertueuses, pour qu'on puisse bâtir notre pays que nous devrions léguer aux générations futures. Merci beaucoup, M. Bassolman Bazé. Alors, je voudrais que l'on parle à présent de cette récurrence des coups d'État en Afrique, parce que l'exemple burkinabé est venu après plusieurs autres cas, notamment au Mali, en Guinée, et également au Soudan. C'est donc le retour des vieux démons. Comment est-ce que vous analysez justement cette recrudescence des putsch en Afrique de l'Ouest principalement? Oui, dès lors que je m'appuie sur le fait que le putsch est généralement une conséquence, et regardez comment la misère aussi s'est généralisée sur l'ensemble des continents. Et regardez comment moins de 2% de la population de la planète Terre, moins de 2%, eux seuls s'accaparent de près de 80% des ressources. Tout à fait. Vous voyez que l'accumulation bestiale qui est faite en termes de matériel, de nourriture, où on laisse des gens mourir dans les rues. La misère, elle est pratiquement partout, elle s'est étendue partout. Et comme je l'ai dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Absolument. On peut monter sur les toits, crier à gorge déployée en disant qu'on condamne les coups d'État, mais ce sont des conséquences que nous condamnons. Donc, si les conditions sont réunies et que les populations n'arrivent pas à s'en sortir, les peuples n'arrivent pas à s'en sortir, ce n'est pas qu'il n'y a pas à manger, ce n'est pas qu'il n'y a pas les moyens. Vous avez vu la campagne présidentielle, par exemple, qui s'est passée au Burkina, des gens qui dansaient et puis qui lançaient de l'argent comme si c'était des papiers simples. Donc, par conséquent, il y a les ressources. Quand on arrose des jardins à des dizaines, des centaines de millions de francs CFA, il y a des ressources.
Quand on se permet d'aller ramasser des coiffeurs, aller mettre dans la présidence et puis faire payer, il y a des ressources. Ouais. Ce que nous demandons, c'est une très bonne gestion des ressources et un partage équitable, en prenant en compte les aspirations profondes du peuple. Mais si vous vous accaparez et puis vous amusez avec, le peuple aussi vous regarde au quotidien. Arrivé à un moment donné, il est obligé de réagir. Donc, mais si le peuple réagit, vous l'empêchez de réagir, il n'y a pas de voix nécessaire, institutionnellement même arrachée pour pouvoir poser leur voix. Vous les réprimez, mais ce sont ceux que vous armez même, qui ont les armes là, qui vont les retourner contre vous. Quand vous regardez même tous ces putschs qui ont été perpétrés de part et d'autre, vous allez remarquer que c'est l'élite intellectuelle au pouvoir qui va constituer même un conglomérat de militaires pour les mettre comme si c'était dans un joyau. On leur donne tout l'armement nécessaire. Ce n'est même pas toute l'armée qu'on arme. Alors, on sélectionne des gens, on vient, on met dans un camp, on donne correctement l'armement pour maintenant se sécuriser et bien manger. Malheureusement, ce sont ces gens-là qui se retournent contre ceux-mêmes qui les ont mis en place. Ça on vit. Parce que vous regardez même les militaires aujourd'hui, quand vous regardez dans les casernes, vous regardez au niveau des gendarmeries, vous regardez au niveau des commissariats, mais c'est de la délicatesse totale. Les gens ne sont pas dans les conditions. Et même quand on dit qu'entre eux, ils ne communiquent pas, ils ne s'entendent pas, qui a créé ça? Ce sont les mêmes politiciens. D'accord. Parce qu'ils pénètrent ces forces de défense et de sécurité. Chacun va recruter. Les gens ne peuvent pas parler de la même voix. On n'a pas une vie exemplaire. D'accord. Alors, vous l'avez dit, les coups d'État, ce sont les conséquences de la malgouvernance. Mais il faut dire déjà que lorsqu'ils surviennent, il y a également des sanctions qui sont prononcées. Pour l'exemple de la sous-région ouest-africaine par la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors, M. Bassolman Bazé, on vous a vu vent debout contre les sanctions prononcées par la CEDEAO au Mali. Alors, comment est-ce que vous analysez de façon générale, effectivement, cette attitude de cette communauté internationale qu'est la CEDEAO? Oui, je pense que nous avons rencontré le représentant de la CEDEAO, de la commission de la CEDEAO au Burkina Faso. Nous avons transmis un message pour monsieur le représentant. Et là aussi, nous ne changeons pas notre façon de voir et de dire ce que nous devrions dire et assumer toutes les conséquences. Nous le répétons, nos chefs d'État dans cette CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, nous leur rappelons tout simplement qu'ils doivent se comporter en modèle. Parce qu'une chose est de théoriser sur des discours, mais la seule chose qui peut permettre de convaincre, c'est le comportement. Un chef d'État ne peut pas aller tripatouiller une constitution, se faire élire et vouloir venir donner de l'exemple aux autres. Vous n'êtes pas un modèle. Absolument pas. Un chef d'État ne peut pas, dans sa présidence, être entouré de gens qui sont corrompus, dans un système corrompu, où c'est la gabégie, l'insolence, la suffisance, l'arrogance partout, et vouloir venir donner des voies à suivre aux autres. C'est très important. Et surtout que, quand nous regardons le comportement de ces chefs d'État, on a l'impression même que c'est comme si c'était des bambins qu'on téléguide de l'autre côté des océans, et puis on leur fait poser des actes. Quand la CEDEAO doit se réunir pour prendre une position, vous allez voir que l'Union européenne, où Macron va s'asseoir de l'autre côté, dire dans les jours à venir, il y aura une rencontre et des sanctions seront prises. Et effectivement, des sanctions sont prises. Pourquoi? Voilà pourquoi aussi je dis au deuxième niveau que même les questions de démocratie, sur lesquelles on estime que les militaires sont au pouvoir et que le Mali doit aller directement et rapidement vers des élections, traitant ça de... C'est ça la vraie phase démocratique. Chez nous, on a fait ça en 2015 ici. Ils ont dit que ce n'est pas la peine d'aller dans le fond, il faut aller à des élections. On a fait des élections. Aujourd'hui, en termes d'insécurité, nous avons 2500 morts sous les bras. Ça, c'est le minimum. Nous avons près d'1,6 million déplacés sous les bras. En quoi cette élection nous a procuré quelque chose? Voilà, même c'est terminé encore par un putsch, non? Donc, par conséquent, il faut que nos chefs d'État aient un minimum de patriotisme. Le Mali dit que le pays n'est pas sécurisé, il ne peut pas faire des élections. Ils n'ont qu'à lire les articles. J'ai lancé un appel aux mêmes chefs d'État de relire les articles de la charte de Kouroukanfouga, voilà, de 1236, et aller lire les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Il est clairement dit dans cette déclaration qu'une élection, pour être démocratique, il faut qu'elle prenne en compte toutes les entités territoriales dans un pays. Mais si le pays est composé de 30 provinces, vous mettez le feu aux fesses des dirigeants, ils vont organiser des élections dans 10 provinces. Et le reste, en quoi une telle élection est démocratique? En quoi de tels dirigeants qui seront issus seront véritablement légitimes? Donc la France se trompe de période. Les dirigeants français se trompent de période. Et il faut qu'on précise que quand nous prenons ces positions, on n'est pas contre le peuple français, on n'est pas contre le peuple américain, on n'est pas contre le peuple canadien. Nous sommes contre les pratiques des dirigeants de ces pays qui croient que le peuple africain sont toujours des bambins dont on doit mettre des individus à leur tête,
les canaliser vers des zones de massacre, comme, j'allais dire, l'esclavage s'est passé. Les générations ont changé. Et nous communiquons par tous les canaux aujourd'hui. Il faut qu'on comprenne que les générations actuelles sont engagées, déterminées et de façon ferme à défendre véritablement notre honneur, notre dignité et notre intégrité. C'est ça qui doit être compris. Et s'il y a des dirigeants africains, ils doivent échanger de part égale à égale avec les dirigeants européens. Il n'y a pas un dirigeant qui doit venir avec de la condescendance, croire que les autres sont ses boys, ses enfants de course, qu'il doit envoyer pour aller punir ses propres frères africains. Malheureusement, je termine par là pour dire que ce qui s'est passé à Accra, moi je dis que les chefs d'État sont partis arracher une malédiction pour eux-mêmes. Ah oui. Ah oui, c'est une malédiction. Vous parlez des sanctions contre le Mali. Les sanctions qui ont été prises, c'est une malédiction. Oui. Je le dis, c'est une malédiction parce que vous voyez, il est dit dans la même charte que j'ai évoquée, 1236, à son article 23, que vous ne devrez pas vous trahir. Mais ce qu'ils sont partis faire sur le peuple malien, c'est une trahison. Et la trahison, vous avez vu les résultats. Après, c'est des véhicules abandonnés dont on constate du sang dedans. Au niveau de la Guinée, on voit des coups d'État qui se défilent. Même les autres, s'ils ne font pas attention, ça va arriver. Ce n'est pas des questions de gesticulation et de sanctions. Et pire, vous avez vu les sanctions qu'ils ont impactées sur le Mali. Ce n'est pas seulement le peuple malien, frères maliens qui souffrent. La Côte d'Ivoire, les gens sont en train de se plaindre. Au Sénégal, les gens se plaignent. Au Burkina, c'est la même chose. Puisque les prix des denrées ont flambé à plus de 30% au minimum. Donc on ne peut pas admettre cela. Voilà pourquoi j'ai dit en conclusion, il faut arrêter d'organiser l'assassinat des peuples en Afrique. D'accord. Alors M. Bazier, dans l'opinion publique africaine, il y a beaucoup de gens qui estiment que c'est l'occasion toute trouvée justement pour faire cette rupture avec la France, parce qu'au-delà donc de la CEDEAO, c'est un combat également qui est mené contre la France colonisatrice. Est-ce que c'est votre avis également qu'il faut en profiter pour clarifier les relations diplomatiques entre nos États et la France? Non, parce que profiter, je peux vous comprendre, mais ça ne doit pas être une question d'opportunisme qu'on doit avoir. C'est un devoir historique qu'on doit s'imposer de nous libérer. Et assumer. On doit s'assumer, quel que soit le prix à payer. Quelle fierté nous avons de voir nos frères mourir dans des bateaux en voulant aller en Europe? Quelle fierté nous avons qu'un individu s'assoit à Paris là-bas, taper le franc CFA pour venir nous remettre ici? Vous avez vu ce qui est arrivé, j'allais dire, à Modibo Keïta quand il a voulu frapper le franc malien. Vous avez vu Bago qui avait programmé pour lui en mai 2011, ce qui lui est arrivé. Vous avez vu ce qui est arrivé à Chris Olympio du Togo. Donc ça veut dire que ces gens, ce n'est pas de la philanthropie, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas pour nos beaux yeux. Donc ils viennent pour défendre leurs intérêts. C'est à nous de défendre nos pays avec intégrité, dignité et honneur. Donc tous ceux qui sont en train de gesticuler dans le Sahel en disant qu'ils luttent contre l'insécurité, je m'inscris en faux. Si vous cherchez sur le net, vous allez voir la loi qui a été votée le 10 janvier 1957 par la même Assemblée nationale française qui a conféré le découpage de ce qu'ils ont appelé l'OCRS, l'Organisation commune des régions sahariennes. Et c'est exactement les mêmes limites que la France a ressuscité les djihadistes pour venir réoccuper en disant qu'ils luttent contre le djihadisme. Quel djihadisme? Donc, voilà pourquoi j'ai dit que le djihadisme est produit par les institutions, par les chefs d'État qui ne sont pas en conformité avec les aspirations profondes de leur peuple. Donc, on n'a pas de leçon de démocratie à recevoir de l'Europe. Il faut qu'on le comprenne. Et même quand on vient s'attacher à ceux qui sont en tenue, pour dire que la tenue, bon, ils sont en tenue, ils doivent quitter. De Gaulle était en civil quand il était à la tête de la France. Au Rwanda, Paul Kagame, c'est un civil. Donc, par conséquent, ce que nous voulons, c'est des dirigeants qui répondent aux aspirations du peuple. Un point barre. Et que ces dirigeants comprennent que leur peuple doit être traité avec humanisme, avec honneur et dignité. Il faut arrêter d'aller recevoir des injonctions de Paris pour venir s'asseoir ici et réagir. Et les deux derniers exemples que je prends, vous voyez le G5 Sahel qui a été créé. Avant que le G5 Sahel ne vienne, la Mauritanie avait contacté le Mali, le Burkina Faso, le Niger, pour pouvoir lutter contre le djihadisme. C'est la France qui a vu que si c'est l'Algérie, la Mauritanie qui est devant, elle ne va pas admettre que d'autres puissances viennent, en tout cas agir sur leur. Ils se sont levés fabriquer un truc, oui, G5 Sahel. Le G5 Sahel est où aujourd'hui? Il est venu au Mali. Il est venu au Mali en mai 2017, où ils ont promis même près de 8 000 millions d'euros pour pouvoir aider ce même G5 Sahel. Quand ils sont repartis, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont ramassé du matériel militaire datant de la Deuxième Guerre mondiale qui ne crépite même pas pour venir déverser au Mali. Comme ça, on peut aider des pays. La CEDEAO qui a la capacité de prendre des sanctions contre le Mali, la CEDEAO s'est rencontrée à Ouagadougou ici. Ils ont dit qu'ils vont mettre des moyens financiers en place évalués à 1 milliard de francs CFA.
Quand ils se sont levés, le Nigeria a donné 100 millions. Un autre pays a donné 100 millions. Le Ghana a donné 50 millions. Ça fait 250 millions. Les autres qui devaient compléter pour être à 1 milliard, aucun autre pays a pu mettre un quota. Ils sont là, ils se baladent dans des vestes, on ne sait pas où est-ce qu'ils les ont cousus, pour venir sanctionner tous les peuples africains. On n'est pas d'accord. Merci beaucoup, M. Bassolma Bazié. Le temps imparti à cette émission est arrivé à sa fin. En tout cas, je vous dis merci d'avoir répondu à mon invitation. Je vous en prie. Alors, je rappelle donc aux téléspectateurs que notre invité de la semaine était M. Bassolma Bazié, ancien secrétaire général de la CGTB. Il est actuellement le directeur administratif de la société S. Ramfort. Il a bien voulu répondre à nos questions dans le cadre de cette émission Franc-Parler. Mesdames, Messieurs, je dis merci à vous aussi qui avez suivi ce numéro de votre émission Franc-Parler. Rendez-vous renouvelé la semaine prochaine avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite de passer d'agréables moments en compagnie des programmes de LCA Télévision. Au revoir.